Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom du conseil d'administration et du COMEX de la VARAP, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette soirée d'anniversaire. Vous êtes près de 700 à avoir répondu à notre invitation, ce qui est une preuve de l'attachement que vous portez à notre association. Alors, avant d'aborder la première partie de cette soirée, je voudrais rendre hommage à tous les bénévoles, qu'ils soient parrains, marraines, gestionnaires, administrateurs, membres du COMEX. Ces bénévoles qui, depuis 1984, ont formé une immense cordée pour aider plus de 14 000 cadres à retrouver un emploi. Puisque nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir le président fondateur de la VARAP, Jean-Loup Guibert. Alors Jean-Loup, il y a un mythe à la VARAP, il y en a même deux, mais on va parler du premier. Il paraît que la VARAP a été créée par deux ingénieurs de la sidérurgie qui, en 1984, se sont fait, disons, virer par la sidérurgie, par l'usineur ou Sassilor, et du coup, ils ont créé la VARAP. Alors, vrai ou faux? Faux, hélas, parce que sinon, on aurait pu avoir un bon moule dans lequel on mettait tout le monde pour avoir les meilleurs cadres de France. Mais ça a été créé par des membres d'un stage de l'APEC, qui s'appelle le CPG, et on était une vingtaine, et parmi eux, il y a 7 membres qui ont fondé la VARAP ensemble. Très bien. Donc, rien à voir avec la sidérurgie. Rien à voir. Mais tu es ingénieur quand même. Je suis ingénieur du bâtiment. Il y a la moitié qui est juste, hein. L'autre partie qui est fausse. Oui, c'est vrai que dans le bâtiment, on met quelques armatures. Alors, il paraît que les deux ingénieurs de la sidérurgie, là, qui n'étaient pas de la sidérurgie, en fin de compte, c'était des adeptes du sport de haute montagne. Et donc, du mot cordée, VARAP, vous êtes arrivés au mot AVARAP. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Faux encore. Donc, il faut refaire le guide vert, hein. Le mot AVARAP vient d'un brainstorming qui a été fait avec Jean-Pierre Pinsard, un des membres fondateurs. AVARAP, ça veut dire quoi? Parce que chaque lettre a une signification. Est-ce que tu t'en souviens? Oui. Association pour la valorisation en relation avec les professionnels. Et donc, on a trouvé ce mot et on a rajouté en dessous une cordée pour l'emploi parce qu'on avait un peu de culture. Mais c'est tout simple, en fin de compte. Je vais demander à Gilles Bridier de me rejoindre sur scène. Gilles a été journaliste dans plusieurs quotidiens, Le Monde, Libération. Il a été directeur de la rédaction de La Tribune en fin des années 90 et début des années 2000. Il a fondé sa propre agence de presse qui s'appelle Apidoc et travaille aujourd'hui pour plusieurs sites d'information. Gilles, je vous laisse la place. Bonjour et merci d'être présents et si nombreux pour assister à cette table ronde des 30 ans de la VARAP. Oui, vous êtes effectivement très nombreux à avoir manifesté votre intérêt pour le travail des cadres à horizon 2025, ce qui montre que pour les quelques 4 400 000 cadres qui sont employés dans les entreprises françaises, ce qui représente à peu près 15% de la population active, c'est beaucoup, et même 20% si on prend simplement les salariés du privé, on est à une époque charnière. L'Institut Opinéa a réalisé, pour la VARAP, spécifiquement pour cette soirée, une enquête qui servira de toile de fond à cette table ronde. Cette enquête a été réalisée auprès de 400 cadres en octobre dernier et vous pourrez en prendre connaissance dans son intégralité sur le site internet de la VARAP que vous connaissez tous pour y être déjà allés. Cette enquête nous délivre d'abord une photographie en temps réel des aspirations des cadres aujourd'hui. Sans surprise, on voit que la rémunération joue un rôle primordial dans les motivations pour 71% des personnes interviewées. Et on note aussi l'importance des éléments qualitatifs dans la réalisation personnelle. On remarque que l'environnement professionnel tient une grande place pour favoriser l'accomplissement individuel et que l'intérêt intellectuel est mis en avant pour 4 personnes sur 10. Mais comment les cadres se projettent-ils professionnellement d'ici à 10 ans? Plus de la moitié des cadres se voient en 2025 dans la même entreprise qu'aujourd'hui, 20% dans la même fonction, 37% dans une autre, ce qui traduit une certaine réticence à la mobilité externe. Ces projections s'expliquent aussi par des facteurs générationnels. Par exemple, on voit que ce sont surtout les cadres de plus de 45 ans qui se projettent dans la même entreprise. Ils sont 2 fois plus nombreux que ceux qui ont moins de 45 ans. C'est assez logique.
Globalement, vous êtes seulement 30% à vous projeter dans une autre société dans 10 ans. En fait, si on compare avec d'autres chiffres, on voit que la mobilité interne prend le pas sur la mobilité externe. Et puis on note aussi que les cadres sont assez peu nombreux, en tout cas dans cette enquête, à vouloir changer d'univers pour adopter de nouvelles formes de travail. 2% seulement pour le temps partagé, 7% pour la création d'entreprises. Et puis on voit que seulement 4% envisagent de partir à l'étranger. Nous allons progresser dans notre débat avec une nouvelle slide, puisqu'on apprend que près d'un tiers d'entre vous anticipent la fin du statut de cadre, ce que vous regrettez évidemment dans votre grande majorité. Alors ça, c'est vraiment l'expression d'un malaise, mais est-ce que ce sentiment de fin programmée du statut est partagé par nos experts? Alors ça va être la première partie de notre débat. Nous allons leur poser la question en dissociant bien le statut, dont on va parler tout de suite, et la fonction, dont on parlera dans une deuxième partie du débat. Alors on va commencer par vous, Sandra Enlard. Je rappelle que l'association Entreprises et Personnels que vous dirigez regroupe plus de 110 entreprises pour travailler sur la gestion des ressources humaines, ce qui est au cœur du sujet. Alors, comment vous-même, de votre observatoire privilégié, comment percevez-vous l'évolution la plus probable du statut de cadre? C'est difficile de répondre à la question du statut en la séparant complètement de la question de la fonction qu'on va voir après. C'est-à-dire, le débat pour moi, il est d'abord et avant tout autour de la question de est-ce qu'il y aura encore des cadres demain ? Ouais. Alors, je suis un tout petit peu provocante, excusez-moi, histoire de lancer le débat et voilà. Et peut-être que 10 ans, c'est un peu difficile de tenir ce genre de propos. Mais si on se projette un peu plus loin, si on se projette à 15 ans, à 20 ans, moi, de mon point de vue, on peut vraiment s'interroger sur le fait qu'il y aura encore des cadres de manière dominante. Hein. Je ne dis pas qu'ici et là, il n'y en aura pas, mais je pense qu'il est important de s'interroger sur cette question-là de manière peut-être plus violente, en se demandant si dans les formes d'activité de demain, dans les manières de travailler, dans les manières de collaborer, dans les manières d'imaginer ce que sera le travail, on aura encore besoin de gens qui tiendront cette fonction de cadre. Et dans ce cas-là, évidemment, si la réponse est plutôt non pour une partie de l'économie, alors évidemment, la question du statut, elle est, j'ai envie de dire, réglée d'entrée de jeu. Alors justement, qu'est-ce qui vous permet de penser ça? Est-ce que c'est la transformation du travail lui-même ou bien la transformation des organisations d'entreprise, puisqu'on sait que d'une entreprise organisée de façon pyramidale, donc verticale par le passé, aujourd'hui, on évolue vers une structure beaucoup plus transversale. Et est-ce que c'est cela qui modifie, qui vous permet de penser cela? Absolument, ça c'est vraiment un élément majeur. C'est aussi tout simplement, enfin, si je continue à raisonner, est-ce qu'il y aura encore des entreprises telles qu'on les connaît demain? Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres formes d'organisation qui vont naître? Que vont donner les réseaux sociaux quand ils auront trouvé leur business model? Comment est-ce que d'autres formes de collaborer, de produire, d'être sur des logiques de projet, comment est-ce que tout ça finalement va bousculer la vision qu'on a de l'entreprise, comme avec tout ce qu'on connaît d'un lieu pérenne, même si toutes les entreprises changent et bougent en permanence, hein, y compris dans leur organisation. Mais est-ce que vraiment ce sera la forme la plus importante, la plus présente dans l'économie quand on parlera du travail demain ? On peut s'interroger. Je pense que vraiment tout ce qui se passe dans le champ du digital renvoie aussi à des innovations technologiques, techniques, mais aussi à des comportements, mais aussi à l'évolution de la relation au travail. Et tous ces éléments-là mis ensemble, pour moi, peuvent déboucher sur des choses beaucoup plus nouvelles que, en tout cas, ce que les gens dans le sondage ont l'air d'imaginer. Pierre Fonlupt, on parle de transformation de l'entreprise, mais qui dit transformation ne veut pas forcément dire disparition de tout l'existant, et notamment peut-être pas disparition du statut de cadre. On peut aussi imaginer des ajustements. Vous, comment vous situez-vous? Je rappelle que vous présidez Groupe Plus, qui est un groupe de services aux entreprises. Donc vous avez non seulement votre vision en interne, mais vous voyez aussi ce qui se passe chez vos clients. Ajustement ou disparition du statut de cadre? Moi, je pense qu'on est dans une période où les transformations vont être profondes et impliquent de réformer les choses à plusieurs niveaux. Le statut cadre, si ça renvoie à une expertise et une capacité de management, la nécessité d'une expertise, la nécessité d'une capacité à manager des équipes ne disparaîtra pas. Si ça renvoie à un statut au sens d'un cotisant à un régime de retraite,
c'est des choses qui devront évoluer, me semble-t-il. Pourquoi elles devront évoluer? Parce qu'on va nécessairement voir naître de nouvelles formes d'organisation du marché, d'abord de l'organisation des entreprises et en conséquence également du marché du travail. Si j'essayais d'être un peu simpliste dans ma démonstration, je dirais que nous sommes en effet organisés aujourd'hui prioritairement autour du CDI, du contrat à durée indéterminée, et le contrat à durée indéterminée, il renvoie à une organisation assez verticale des choses, et une part importante de l'économie d'aujourd'hui, de l'économie qu'on pourrait qualifier de traditionnelle, ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, il faut faire évoluer ce contrat pour le rendre plus adapté à la nécessité de transformation de ces business models-là. Et en même temps, il faut laisser naître, laisser émerger des nouvelles formes de liens à l'entreprise et qui seront nécessaires pour capter des compétences dont on aura besoin et qui, elles, renvoient à ce qui vient d'être dit autour de la nouvelle économie. Et on ne peut plus simplement raisonner à l'intérieur d'un espace fini, mais on doit raisonner à l'intérieur de cette notion d'écosystème qui vient compléter l'approche qui est plus classique par filière et qui nécessite de faire naître de nouveaux liens au sein de cet écosystème qu'on voit déjà émerger, hein, quand on parle de portage, quand on parle de groupement d'employeurs, quand on parle de CDI intérimaire, on voit émerger des nouvelles notions qui créent des nouvelles relations à l'entreprise et auxquelles il faudra apporter, y compris en termes statutaires, parce que les gens concernés seront des gens qui auront la compétence et des responsabilités managériales, il faudra là aussi leur donner les éléments du statut qu'aujourd'hui, ils n'ont pas nécessairement dans les mêmes conditions, parce que tout ça est en train de se naître. Demain sera différent d'hier. Alors, il y a de nouveaux concepts. Vous avez parlé d'écosystème. On parle aussi maintenant beaucoup de travail en mode projet. Est-ce qu'aujourd'hui, le cadre, en s'adaptant au mode projet, doit évoluer et son statut lui-même changer? Complètement. Vous avez, si on essaye de regarder un petit peu comment les choses sont en train d'évoluer, on voit bien qu'il faut que l'entreprise apporte des réponses avec des modes opératoires complètement différents de ceux qu'elle avait l'habitude d'avoir. Vous devez aller vite, vous ne pouvez plus générer tout par vous-même, vous devez donc mettre en place des partenariats, gérer, parce que la complexité des offres nécessite plusieurs savoir-faire que vous ne pouvez pas détenir tout seul, donc vous devez nécessairement, autour d'un projet, fédérer des personnes qui viendront d'horizons différents. Donc la notion de projet, ce n'est pas une notion exclusivement à l'intérieur des murs de l'entreprise. Elle nécessite au contraire de s'ouvrir à des partenariats parce qu'il faut aller vite. Il faut aller vite et ensemble, on va réussir. Et on va réussir parce qu'on sera on time. Être prêt 2 ans après les autres, c'est peut-être avoir fait un beau parcours, mais c'est sans intérêt. Il faut être prêt au moment où l'offre a toute sa pertinence et il faut donc avoir la vitesse de réaction, la vitesse d'exécution qui le permet. Jean-Paul Boucher, maintenant je me tourne vers vous, comme président de l'AGIRC, parce que vous êtes directement interpellé quand on parle de statut de cadre, avec la caisse de retraite complémentaire que vous présidez, caisse de retraite complémentaire pour les cadres. Elle est liée au statut, elle en est même un des marqueurs principaux. Est-ce que vous vous préparez une remise en question de ce statut et de ce que ça pourrait avoir comme incidence sur l'AGIRC? On a ouvert un cycle de négociation qui va reprendre le 17 février prochain et il y a 2 points majeurs effectivement à l'ordre du jour de ces négociations. C'est retrouver d'abord un équilibre durable des régimes, puisque vous n'êtes pas sans savoir bien sûr que les réserves s'épuisent et actuellement on prend sur les réserves pour pouvoir effectivement liquider les pensions, donc c'est pas durable. Combien de réserves pour l'AGIRC? Pour l'AGIRC, on est à 4 ans et demi à peu près de réserve, et pour l'ARCO on est encore à une dizaine d'années, donc la question de la pérennité est effectivement posée. Sur le cycle qui s'engage, il y a 2 objectifs prioritaires. Le premier, c'est cette question des équilibres, et le deuxième, c'est la mise en place d'un régime unique. Aujourd'hui, quand on dit la retraite des cadres, il y a d'abord un régime qui s'appelle l'ARCO, qui est le régime de tous les salariés, et que l'AGIRC n'est aujourd'hui qu'une surcomplémentaire, effectivement, par rapport effectivement au régime où sont effectivement tous les salariés cadres et non cadres. Donc, quel est ce marqueur aujourd'hui? Initialement, c'est un marqueur de rémunération, puisque c'est un marqueur de plafond de sécurité sociale. Donc, avoir un régime aujourd'hui spécifique, ça veut dire une organisation aussi spécifique, c'est des institutions de retraite qui sont spécifiques. Enfin, vous savez, aujourd'hui, on pourrait dire on est quand même sous les feux des lampes, y compris de la puissance publique. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de marqueur entre cadre et non cadre? Moi, ma conviction, c'est que non.
Simplement, il ne sera peut-être pas simplement au niveau de la protection sociale. J'insiste, c'est une construction historique. Le statut n'a jamais été écrit. Vous posez la question de la disparition, vous avez raison, mais il n'a jamais été écrit. Donc on est en train de se poser la question de la disparition de quelque chose qui n'a jamais été écrit. C'est quand même pas banal. Ce qui est certain, et je rejoins ce que vient de dire Pierre, c'est qu'il y aura demain encore des gens pour jouer un rôle d'expert, un rôle de manager, au sens d'une responsabilité. Si demain on imagine que cadre, c'est continuer à occuper une place dans une hiérarchie, alors je pense qu'effectivement, ce statut qui n'a jamais été écrit, il est mort d'avance. Thierry Barry, en tant que directeur général en charge des ressources humaines à Groupe Airbus, comment faites-vous à Groupe Airbus pour harmoniser la gestion des ressources humaines ? Moi, je pense que le statut cadre n'est pas mort demain matin, en tous les cas pas dans les 10 prochaines années. Il y aura toujours une différenciation qui se fera entre ceux qui arrivent tôt sur le marché du travail et qui vont avoir une professionnalisation de leur éducation, et ceux qui arrivent plus tard et pour lesquels on considère qu'il y a une prise de responsabilité plus jeune dans un certain nombre de fonctions. Alors après, on appelle ça cadre, pas cadre, on appelle ça professionals ou managers. Nous, on a même d'autres définitions que j'aime pas beaucoup dans la formulation, qui sont les white collars ou les blue collars. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent l'un ou l'autre, mais il n'y a pas les ouvriers, les techniciens agents de maîtrise et les ingénieurs cadres. Ça, c'est très Frenchy, c'est très français. On a bâti depuis maintenant des décennies en fait, des statuts sociaux qui étaient liés à des types de responsabilités. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment de suivre dans chaque pays les évolutions nationales qui sont liées à des statuts nationaux et que l'on est obligé, bien évidemment, de continuer de faire vivre dans le monde de l'entreprise, mais en créant en fait notre propre grading. Alors, je suis désolé, moi, j'ai pas de terme en français, mais on essaye de trouver, en harmonisant finalement une autre classification pour essayer de représenter les responsabilités qui peuvent exister dans les différents pays à des responsabilités en fait finalement comparables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est plutôt en train de regarder d'un côté les experts et de l'autre côté les managers. Et pour moi, un agent de maîtrise, un unit leader, c'est un manager parce qu'il a une charge d'âme. Et en fait, la vraie différence qu'on fait dans le monde de l'entreprise sont ceux qui sont quelque part responsables d'autres et ceux qui vont être responsables d'une compétence technique. Et les deux sont tout aussi importantes que les autres. Certains seront incapables d'avoir une compétence technique, d'autres seront incapables de manager des humains. Et c'est cette différence-là qui est en train aujourd'hui, à mon avis, de s'opérer, qui fait qu'au-delà de toutes les harmonisations qu'on verra sans doute peut-être en France au niveau des systèmes de retraite, peut-être de la prévoyance ensuite, par rapport à des décisions de jurisprudence auxquelles on assiste, qui font que de plus en plus, il faut pouvoir montrer la différence de traitement entre des catégories qui peuvent être très proches les unes des autres. Je pense qu'il y a d'autres modes de reconnaissance qui se mettront en œuvre, et notamment quand on est un groupe européen comme le nôtre, on n'a pas d'autre choix que d'avoir trouvé un système qui harmonise le système allemand avec le système britannique, le système espagnol, français, et je ne vous parle pas de tout ce qui se passe dans le reste du monde. On pense qu'on a beaucoup de différences entre les différents pays, mais pas tant que ça finalement. Et on voit bien qu'entre un jeune cadre qui finalement n'a pas de responsabilité humaine, ce qui est le cas d'à peu près de 70% des cadres, le mot cadre est assez galvaudé puisqu'on a très peu de cadres qui encadrent. Et pour nous, c'est un rôle en soi. D'ailleurs, on mélange souvent, alors notamment dans la métallurgie, le cadre et l'ingénieur. D'ailleurs, on considère que l'ingénieur va être capable d'être un encadrant. Ce n'est pas toujours le cas. On leur a appris à l'école beaucoup d'autres choses que de savoir encadrer des humains. C'est pas de la provocation, mais presque. Je pense que c'est aussi ça, en fait, qu'on essaye de remettre, nous, à plat au niveau de l'entreprise, en ayant des parcours d'évolution qui font que vous rentrez à un niveau de responsabilité, vous avez un grading qui correspond, quel que soit le pays, à ce niveau de tâche ou de responsabilité. Et au fur et à mesure de votre évolution professionnelle, vous allez passer par un certain nombre d'étapes et de mesures de votre capacité, soit à pouvoir accéder à de nouvelles expertises, donc une responsabilité d'expert, ou soit une responsabilité managériale. Et va-t-on assister à une perte de pertinence du collectif dans le travail, ou bien est-ce qu'il faut réinventer le collectif ? Moi, je suis persuadé que l'individualisation et le collectif doivent progresser parallèlement. On voit bien que la nouvelle génération a une ambition personnelle, faite d'ailleurs d'un équilibre vie personnelle, vie professionnelle, qui est celui qu'elle souhaite, et que cette ambition personnelle, elle va essayer de se donner les moyens de la réaliser. Et en même temps, il y a une nécessité du collectif. Il y a une nécessité du collectif parce que pour des raisons pratiques, déjà, on ne peut pas réussir tout seul, et parce que le fonctionnement en réseau, le collaboratif, tout un tas de notions y conduisent assez naturellement. Et ça, je pense que cette schizophrénie, si vous voulez,
qui consiste à réconcilier les deux dimensions, elle est parfaitement en ligne avec, me semble-t-il, avec les réactions des nouvelles générations. Ils fonctionnent comme ça. Ils n'abandonnent pas leurs ambitions personnelles au profit du collectif et ils sont très demandeurs d'un collectif qui les porte et qui les emmène et dont la valeur ajoutée globale leur permet de s'épanouir à titre personnel. Thierry Baril, pour vous, quels sont les autres marqueurs importants de cette fonction, que ce soit dans le groupe Airbus ou ailleurs, mais que ce soit avec les nouvelles formes de travail et que ce soit aussi dans ces aspects transnationaux? Cette volonté d'accéder à de nouvelles connaissances, de nouvelles responsabilités, voire d'avoir des compétences managériales, et comment est-ce qu'on donne, et c'est pour ça que ça serait terrible de supprimer le statut cadre à court terme, aussi l'envie à ceux qui ne sont pas capables de le devenir. Parce que la promotion interne est un élément très important de la motivation et d'évolution. Donc on essaye, pour ce qui nous concerne, même si on oublie ces statuts, avec ce qui va derrière, parce que ça subsiste, on essaye de donner une autre dimension dans l'évolution dans l'entreprise. C'est-à-dire toujours donner cette soif d'accéder à de nouvelles responsabilités. Mais ce n'est pas obligatoirement en grandissant tout le temps. C'est-à-dire que le fait d'avoir des mobilités transversales, c'est aussi un parcours de carrière. Et ça aussi, c'est un autre élément de développement culturel qu'on doit mener dans l'entreprise, c'est que tout le monde a envie de grandir et de devenir de plus en plus un chef. Et souvenez-vous, il y a des années, il n'y avait pas autant de cadres qu'aujourd'hui, il y avait encore moins de cadres supérieurs et encore moins de cadres dirigeants. À un moment donné, on se dit, on a complètement dépassé le système. Donc on doit trouver autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres marqueurs, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait d'autres formes de reconnaissance. Et le fait que l'on veuille quand même faire de la différenciation, oui, d'ailleurs ce sont les jeunes qui veulent faire du collectif, qui nous disent « Attendez, moi je bosse plus que l'autre, j'ai pas envie d'avoir le même bonus nul que l'autre ». Et donc quelque part on doit en tenir compte, c'est-à-dire que dans des cultures d'entreprise comme la nôtre, tout était étagé. Pour avoir 100% de bonus en budget, tout le monde avait entre 99,2 et 100,3. Et on était à 100%. Nous, on pousse entre 0 et 200%. On est obligé de faire une différenciation. Mais la différenciation peut se faire aussi par rapport à la contribution d'une équipe. Et on est très heureux quand on a des équipes qui sortent au-dessus des autres équipes. Donc on peut le réhabiliter. Ça fait partie des marqueurs aussi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Jérôme Chemin, je rappelle que vous êtes secrétaire national de la CFDT Cadre. Comment cette évolution est-elle perçue à la CFDT ? Oui, donc on parle d'augmentation du travail en réseau, besoin du collectif, on parle beaucoup d'équilibre vie pro, vie personnelle. Nous, c'est énormément ce qu'on entend auprès des jeunes. Alors, dans ma boîte comme à la CFDT Cadre, nous déjà on est toujours très surpris de voir ces jeunes cadres arriver, parce que pourquoi ont-ils besoin de se syndiquer finalement? C'est vrai que la première chose qui vient, après évidemment la défense des droits quand il y a des problèmes, c'est évident, on garde sa fonction d'origine, c'est le réseau. Ils ont un besoin d'être en réseau et d'être dans un réseau souvent qui n'est pas que professionnel, c'est-à-dire pas besoin d'avoir un réseau avec le hiérarchique, pouvoir avoir des fois des réseaux où on peut s'exprimer librement. Et ça c'est quelque chose de très important, c'est ce qu'on essaye aussi de créer. Et nous, on défend évidemment ce statut du manager de proximité, parce que quand ces jeunes viennent nous parler un peu de leurs besoins, de toutes ces articulations, etc., pour nous, c'est véritablement le manager de proximité qui, pour nous, sera vraiment ce qu'on dit un peu un animateur de collectif et le gardien des équilibres. Pierre Lamblien, dites-moi comment les cadres perçoivent-ils cette mobilité qu'on leur demande d'assumer? Quand on parle d'accompagnement, bien entendu, j'entends tout à l'heure, on parle de management de proximité. Là aussi, ça percute la notion de légitimité et d'autorité quelque part. Un manager de proximité va asseoir sa légitimité dès lors qu'il aura cette expertise technique et aussi une compétence managériale. Aujourd'hui, c'est plus l'information qui est pouvoir. L'information est accessible de partout avec les outils connectés. Donc il y a tout un changement dans les organisations. Et je rejoins ce qui a été dit par Pierre Fonlu tout à l'heure, à savoir qu'il ne faut surtout pas opposer l'individuel et le travail individuel collectif. Aujourd'hui, 80% des cadres travaillent déjà en collectif. Mais déjà, Pierre Lamblin, je reste avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, les cadres utilisent suffisamment les possibilités de formation qui leur sont proposées? On a 8 cadres sur 10 qui ont eu recours, ont bénéficié d'une formation au cours de leur vie professionnelle. Donc c'est-à-dire quand même que 20% n'en ont jamais eu. Et dans les plus petites entreprises, ce chiffre est beaucoup plus fort. On est sur 30% dans les entreprises de moins de 50 salariés, par exemple. Donc on voit que l'accès à la formation, il est variable selon la taille de l'entreprise, mais aussi selon le niveau de formation. Là aussi, on l'a mesuré très précisément. Ce sont les cadres les mieux formés au niveau de formation initiale, j'entends, donc à partir de Bac plus 5, qui bénéficient le plus de formation. Alors, on est aussi sur des formations de plus en plus courtes, beaucoup plus opérationnelles, qui répondent aussi à des besoins très précis de l'entreprise,
pour davantage renforcer les compétences plutôt que d'en créer de nouvelles. Hein. Donc c'est renforcer, donc formation notamment sur la gestion de projets, sur le management, les langues, les outils informatiques spécifiques. Voilà. Il y a un élément que je voudrais souligner aussi autour de la formation qui est en lien avec la population cadre. Parce que comme on se projette à 2025, en 2025, la population cadre sera un peu plus âgée. On aura davantage de seniors. Près de 60% des cadres à cet horizon-là aura 45 ans et plus. Donc ça pose quand même toute la question de l'accompagnement de ces personnes-là, mais aussi la vraie question aussi de la transmission des savoirs, des compétences, qui fait partie déjà des accords des plans seniors, et aussi du tutorat, donc qui sont à mettre en place, à renforcer peut-être en entreprise. Comment renforcer aussi l'intergénérationnel qui existe. Hein, contrairement aux idées reçues, les jeunes, les seniors, ça cohabite très bien, hein, ça travaille très bien ensemble. Donc comment renforcer tout cela ? Comment doit-on prendre en compte la formation pour ne jamais être dépassé par l'existant ? D'abord, c'est garder un investissement très conséquent, mais par contre, accepter de moderniser cet investissement. La formation, c'est vrai que dans nos métiers, est très importante et à tous les niveaux de l'entreprise, pas simplement au niveau des cadres. Au passage, on consacre quand même 20% de notre budget formation annuel aux formations managériales. Et tous les grands groupes, vous le savez, ont des universités d'entreprise du leadership parce qu'on continue de considérer que c'est très important. Par contre, on est convaincu que dans les 3 à 5 ans, 50% de notre plan de formation aura été délivré au travers de ce qu'on appelle le digital learning, et on pense qu'en 2020-25, c'est 90% en fait de la formation. Donc on va finalement consacrer encore un très gros budget au cours des prochaines années, mais on va le délivrer de manière différente. On aura moins de déperditions dans nos coûts de formation pour finalement continuer de bien préparer les évolutions. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus dans le multi-compétence business-driven. C'est-à-dire que ce qui va nous importer, c'est d'avoir, vous parliez d'employabilité, d'aller à l'ultimum de ce que l'on est capable de faire pour que nos salariés, commencer par les cadres, soient ultra multi-compétents pour justement qu'on ne rencontre pas un jour un problème de perte de compétences. Est-ce que c'est dans tous les cas comme ça ? Et quelle est la place de la formation dans le dialogue social ? Est-ce qu'on lui donne suffisamment d'importance alors qu'on voit qu'elle est déterminante pour les succès à venir ? Ou bien est-ce qu'il faut réinventer un dialogue social qui passe plus par des enjeux de formation ? Au niveau national, il y a quand même quelque chose qui va tous nous impacter au 1er janvier. Hein, c'est le compte personnel de formation qui rentre en vigueur. Donc ça, c'est quelque chose, nous, à CFDT, qu'on voulait vraiment. C'est-à-dire de vraiment avoir un compte qui soit attaché à la personne, et plus seulement à la personne en situation d'emploi dans une entreprise, un grand groupe, etc., où il sera privilégié, mais que chaque personne, quelle que soit sa situation, puisse avoir un compte personnel de formation qui va pouvoir suivre, que la société pourra abonder. Et ça, pour nous, c'est un véritable outil d'émancipation du cadre. Comment les RH vont-elles s'adapter à cette évolution de la prise en compte de la formation ? Je fais l'hypothèse que dans 10 ans, dans 15 ans, parlons de dans 15 ans comme ça, bon voilà, je pense que l'idée qu'on se fait aujourd'hui de la formation sera totalement dépassée, en tout cas dans la plupart des secteurs économiques. Pour une raison très simple, c'est que, encore une fois, cet univers digital fait complètement changer le rapport au savoir, complètement modifier ce qu'on met derrière le mot apprendre. Ce qui va nous importer dans les entreprises, c'est pas d'organiser, de faire des formations, c'est pas d'envoyer les gens dans des formations, c'est de faire en sorte qu'il y ait des processus d'apprentissage partout, y compris et d'abord et avant tout en situation de travail, que les situations de travail elles-mêmes soient apprenantes et que donc on ait une réflexion sur le travail et sur la manière dont on pense l'activité pour que ce soit en permanence des opportunités d'apprentissage. Madame, messieurs, je vous remercie.